Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé de 15 h. Voici les principaux titres. Réunion entre les responsables du chemin de fer Djibouti-Éthiopie de la commission ministérielle conjointe, donc c'était à Addis Abeba, et à Jérusalem, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira donc demain lundi. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Actualité nationale pour débuter cette édition. Dans le cadre de la mise en exploitation du projet de la nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba, la commission ministérielle conjointe chargée de l'opérationnalisation du chemin de fer a tenu sa deuxième réunion à Addis Abeba du 20 au 21 juillet dernier. La réunion a été coprésidée par Ahmed Soufiane, ministre du cabinet du Premier ministre éthiopien, et Mohamed Abdelkader Moussa, ministre de l'équipement et transport de la République de Djibouti, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf, du secrétaire général du ministère de l'équipement et des transports, Saïd Nouh, des directeurs généraux des sociétés de chemin de fer, des compagnies d'électricité, de l'immigration, des douanes et d'autres responsables des administrations et d'établissements publics de deux pays. Étaient inscrits donc à l'ordre du jour plusieurs questions, dont celle de l'électrification de la ligne, la tarification de la mise en service du poste de contrôle commun, les connexions avec les ports et les centres logistiques à Djibouti comme en Éthiopie et bien sûr d'autres sujets d'importance capitale. Également, donc, au terme de l'ordre du jour de cette réunion, les experts des deux pays en charge de ces questions ont fait rapport à la Commission de l'état d'avancement des derniers travaux. Et selon les informations recueillies sur place, la phase test des trains électriques a débuté depuis plusieurs semaines et se poursuit. Les travaux de connexion, donc, avec les terminaux portuaires ont bien avancé. Les membres de la Commission ministérielle se sont félicités du net progrès quant à l'avancement des derniers travaux pour la mise en exploitation effective du nouveau chemin de fer. Et selon le ministre de l'équipement et des transports de Djibouti, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, la commission s'est donc penchée également à examiner le contenu d'un projet de protocole d'accord sur l'utilisation et le fonctionnement du poste de contrôle commun à la frontière de Dawalé pour le corridor ferroviaire. Ce poste commun a pour objectif de faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers et réduire significativement le temps de transit. Rappelons que c'était une décision politique du président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, et du Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn de doter le nouveau chemin de fer d'un seul point de contrôle commun dans lequel les services de douane et de l'immigration des deux pays y effectueront conjointement leur travail. Actualité nationale, le ministre de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Adamis, a présidé donc vendredi dernier la cérémonie d'inauguration d'une nouvelle bibliothèque dans la sous-préfecture de Adaïlou, dans la région de Tadjoura. Cette nouvelle bibliothèque dédiée donc à Feu Djilani Dimbio a été réalisée par l'association Miroir des jeunes d'Adaïlou en partenariat avec l'ONG EVA et avec le soutien du ministère de l'Éducation, des partenaires tels que Hayat Charity, la librairie Victor Hugo ou encore la préfecture de Tadjoura par le biais de la sous-préfecture de Adaïlou. Et l'Institut français ainsi que la RTD qui a apporté sa contribution technique pour l'organisation de la cérémonie. La cérémonie d'inauguration a vu la participation de nombreux acteurs régionaux, d'une délégation du ministère de l'Éducation nationale et des partenaires et de toute la population de Adaïlou qui s'est mobilisée en masse pour assister à la cérémonie. Cette nouvelle bibliothèque a été dédiée à Feu Djilani Dimbio, fondateur et premier président de l'ONG, un jeune qui avait lutté pour la promotion du développement économique et social de la région de Wehima. Cette ONG milite activement pour le développement au niveau régional et national. Le chef du village et président de l'association Miroir des jeunes de Adaïlou a pris la parole durant la cérémonie pour affirmer que cette bibliothèque permettra à la population du village de Adaïlou d'avoir accès à la culture et à la connaissance par le biais de la lecture. Il a entrepris et qui a changé le destin de notre village vers un développement incontestable. Pour l'inauguration d'une bibliothèque initiée par l'association Miroir de la jeunesse d'Adaïlou et dédiée à une des figures les plus emblématiques que notre région ait connue. Un homme qui a tant œuvré pour le développement éducatif, social, économique et culturel, fit un immense don de soi pour non seulement la scolarisation des enfants, mais aussi leur réussite
et leur épanouissement. Pour n'énumérer que l'essentiel, c'est grâce à lui que beaucoup des enfants de cette zone ont pu être enregistrés à l'état civil. Et le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, en prenant la parole à son tour, s'est réjoui donc d'être associé à l'inauguration de la nouvelle bibliothèque dédiée à Feu Djilani, un illustre fils de Adaïlou, pionnier dans le développement durable dans le secteur. Le ministre a félicité les membres de l'association Miroir des jeunes d'Adaïlou pour cette réalisation qui mérite d'être encouragée et soutenue. Réaliser une structure éducative et un bon investissement pour l'avenir et l'épanouissement des jeunes, le ministre a exhorté donc les jeunes à suivre les traces de Feu Djilani Dimbio, qui a laissé un héritage constitué de vision et de clairvoyance, de courage et d'amour de la patrie. Feu Djilani Dimbio avait changé le destin du village de Adaïlou avec le lancement de plusieurs initiatives qui a eu un impact positif sur le développement de Adaïlou et de toute la région. Il a aussi été très actif dans la scolarisation des jeunes de Wérima et l'obtention des pièces d'état civiles pour les jeunes. Santé à présent, l'équipe chirurgicale de l'hôpital général Pelletier a réalisé une opération de chirurgie otorhino-laryngologie appelée la tympanoplastie dans la journée du 20 juillet au sein du bloc opératoire de l'hôpital. Cette opération a été rendue possible grâce au chirurgien djiboutien Dr Saad, spécialiste en chirurgie de l'ORL. À ce titre, la tympanoplastie est une intervention chirurgicale dont l'objectif est de traiter une pathologie de l'oreille externe, interne ou moyenne. Le patient est admis donc à la veille pour subir une opération. Cette intervention s'est déroulée sous l'anesthésie générale pour une durée d'1 heure. Il s'agit d'une intervention microchirurgicale menée sous microscope opératoire. Et enfin, ces opérations s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins et des matériels chirurgicaux que le ministère de la Santé entreprend afin de rehausser l'offre de soins à la population djiboutienne. L'enfant est trouvé, l'enfant va perdre 30 à 40% de son audition. L'enfant va perdre 30 à 40% de son audition. Il y a trois petits os qu'on appelle marteaux en climétrie. Et tout ça, c'est une sorte de transmission du sang, comme des vagues d'eau. Donc, une fois que le tampon est trouvé, il perd l'enfant 30 à 40%. Une fois que l'infection continue, il va perdre les premiers os qui seront infectés, les marteaux, il va perdre 40 à 50%. Également dans l'actualité, après la ville de l'unité d'Ikil, les équipes mobiles de la CNSS chargées des enregistrements se sont déplacées vers Ali Sabié, celle-ci conduite par le responsable du service mobile de la caisse, Abdelrahman Ahmed, continue de mener des opérations d'enregistrement et de délivrance de la carte d'assurance maladie à de nombreux fonctionnaires et autres agents des services publics. Selon ces derniers, les individus visés par leur initiative d'aller dans tous les chefs-lieux des régions de l'intérieur, consistant également à délivrer la carte aux soins aux fonctionnaires et agents de l'État qui ne sont pas enregistrés jusqu'à présent. Ceux qui ont la carte et qui n'ont pas présenté les membres de leur famille, les retraités alités ou ceux qui n'ont pas pu venir à Djibouti à cet effet pour cause de manque des moyens financiers. Et les membres de cette mission de la CNSS ont travaillé d'arrache-pied au siège du conseil régional d'Ali Sabié durant toute la semaine. De nombreux Assadiogues, surtout des gens en provenance des localités rurales, ont exprimé leur désir de voir se prolonger cette mission de la CNSS tout le long de la semaine suivante. Une doléance à laquelle le responsable de la mission a répondu puisque la semaine prochaine, il se rendra avec son équipe à Arta, d'après leur programme préétabli. Et en marge de l'inauguration d'une nouvelle bibliothèque dans le village de Adaïlou, le ministre de la décentralisation a assisté au lancement des activités sportives d'Adaïlou. À cette occasion, le ministre délégué à la décentralisation a mouillé la chemise en participant donc à un match de foot entre deux équipes de la région de Adaïlou. Le tournoi d'été de Adaïlou est organisé par l'association MDJA et de nombreuses activités sportives sont au programme pour cette année. Chaque année donc, le tournoi regroupe des centaines de jeunes venus de la capitale et des régions de l'intérieur. Mais au-delà, c'est la dénomination de la bibliothèque. Donc la bibliothèque a été baptisée au nom d'une grande personne que le village d'Adaïlou a perdu et qui était le président de l'association EVA et qui a été un précurseur en matière de développement social et éducatif du village d'Adaïlou. La bibliothèque donc
a été baptisé de son nom et c'était pour nous vraiment une immense joie d'avoir appris cela. Nous félicitons donc l'association et les jeunes qui ont pris cette initiative et donc nous sommes très contents que les jeunes décident de suivre son modèle, reconnaissent et fassent vivre sa mémoire. Et Inch'Allah, donc c'est une très bonne chose et nous les félicitons et nous encourageons tous les jeunes à venir nombreux dans cette bibliothèque, à perpétuer sa mémoire. Et une page nécrologie donc pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mohamed Kako. Mohamed survenu vendredi matin. Le défunt était le frère de notre collègue Oumma Kako, animatrice radio dans la langue afar. Ainsi, la direction et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt et prient le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent. À Jérusalem, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira donc demain, lundi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira d'urgence pour évoquer les violences à Jérusalem qui continuaient. Donc hier, 2 Palestiniens ont perdu la vie près de la ville. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies se tiendra donc demain sur les violences à Jérusalem à la demande de la France, de la Suède et de l'Égypte, ont indiqué des diplomates. Et cette réunion doit permettre de parler urgemment de la façon dont les appels à la désescalade peuvent être soutenus, a indiqué l'ambassadeur suédois à l'ONU. Samedi, hier, un Palestinien de 17 ans, grièvement blessé par balle dans des heurts à l'est de Jérusalem, a succombé à ses blessures. Non loin, à Abu Dis, un autre Palestinien de 18 ans est mort lorsque le cocktail Molotov qu'il voulait lancer sur les forces israéliennes a explosé sur lui, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. 3 Palestiniens avaient également été tués vendredi à Jérusalem-Est et en Cisjordanie vendredi, ainsi que 3 Israéliens à leur domicile dans une colonie près de Ramallah. Les violences meurtrières ont éclaté donc après l'imposition de nouvelles mesures de sécurité à l'entrée de l'esplanade des mosquées par les autorités israéliennes. Et enfin, aux États-Unis, Trump joue la carte du droit de grâce contre les accusations qui le touchent. Donald Trump compte utiliser tous les moyens pour riposter. L'étau se resserre autour du président américain dans l'enquête sur l'éventuelle collusion avec la Russie pour remporter la présidentielle. Après de nouvelles révélations, le locataire de la Maison-Blanche a rappelé qu'il disposait d'un droit de grâce total, valable, autrement dit pour ses proches ou pour lui-même. Ses équipes juridiques étudient cette éventualité, rapporte cette semaine le Washington Post. Et mercredi, Donald Trump a désavoué Jeff Sessions lors de son audition par la commission du renseignement du Sénat au mois de juin. Le ministre de la Justice a nié toute ingérence à l'issue de ses rencontres avec l'ambassadeur de Russie à Washington, Sergueï Kislyak, affirme pourtant avoir discuté des élections lors de ses entrevues avec l'ancien sénateur. La semaine prochaine, le Congrès devrait entendre Donald Trump Jr., mais aussi Jared Kushner, le gendre et conseiller du chef de l'État, et le fils du président américain devra s'expliquer sur la teneur de son entretien avec l'avocate russe Natalia, réputée proche du Kremlin. Après avoir minimisé sa portée, il avait dû publier cette courriel venant contredire sa version initiale, une audition prévue le 26 juillet qui pourrait être annulée. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, nous nous retrouvons dans quelques instants. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici.
Merci donc de nous rejoindre pour ce focus avec Ali Abdoulaye. Bonjour Ali. Bonjour Ahmad. Donc nous allons parler santé, objectif de la CEDEAO de 3 enfants maximum par femme en 2030. Eh bien donc nous savons la politique de l'enfant unique en Chine. Aujourd'hui l'Afrique, notamment donc l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO se donne comme objectif de 3 enfants maximum par femme d'ici donc 2030. Les parlementaires de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui compte donc 15 pays de la Mauritanie et du Tchad, ont affirmé donc hier vouloir limiter à 3, Ahmad, le nombre d'enfants donc par femme afin de faire baisser de moitié d'ici 2030 donc le taux de fécondité le plus élevé au monde. Avec un taux donc de fécondité générale de 5,6 enfants par femme, le plus élevé au monde, la population de l'espace CEDEAO se situera donc en 2050, perspective autour d'1 milliard d'habitants, dont la moitié sera constituée de jeunes, selon donc un rapport des Nations Unies. Il s'agira donc de cette politique de faire baisser donc là de moitié le taux de fécondité, j'y arrive, et donc d'arrimer le taux de croissance démographique trop fort avec le taux de croissance économique trop modéré. C'est ce qu'a déclaré le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza. Et bien donc la jeunesse représente le 2/3 de la population dans cette donc partie de l'Afrique. Cette jeunesse, lorsqu'elle donc ne trouve pas de solution pour le chômage, devient donc une bombe. Elle traverse le désert ou la Méditerranée et meurt donc par milliers pour l'immigration clandestine, lorsque nous savons donc le problème de l'immigration en Europe, Ahmad. Et donc cette politique de réduction du taux de fécondité est un objectif pour la CEDEAO. Et nous allons nous rendre aux États-Unis pour cette page insolite. Aux États-Unis, une épouse meurtrière qui a été dénoncée par son perroquet. Et bien donc une enquête judiciaire, donc il s'appelle le BUD et défraie donc la chronique aux États-Unis. C'est un perroquet gris du Gabon, vient donc par son témoignage de faire condamner sa maîtresse pour meurtre. Une chose pas évidente à croire. Ahmad, l'affaire donc remonte en 2015. Un quadragénaire est abattu chez lui de 5 coups de feu. L'enquête piétine jusqu'à ce que le volatile donc Bud, le perroquet connu pour son talent d'imitateur, ne crie à maintes reprises au cours d'un séjour chez les parents de la victime. Don't shoot, autrement dit donc ne tire pas. Un spécialiste des perroquets atteste que les paroles de ce perroquet appelé Bud imitent une dispute entre un homme et une femme. Et bien donc un soupçonné dans un premier temps, l'épouse du défunt, vient d'être reconnue coupable par la justice cette semaine du meurtre de son mari. Elle sera fixée donc sur sa peine le 28 août prochain et elle risque la prison à vie. Merci donc pour toutes ces précisions Ali. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.